Mes doigts ne tremblaient pas. C'était la première chose que je remarquais en posant le satin glacé sur les épaules de cette femme. 5 années de préparation, 5 années de deuil transformées en acier. Et maintenant, mes mains restaient aussi immobiles que celles d'une morte. Madame de la Rue se tenait devant le miroir doré de son boudoir, scrutant son reflet avec cette satisfaction paresseuse des femmes qui n'ont jamais douté de leur pouvoir. 45 ans, toujours belle de cette beauté tranchante que donne l'habitude d'écraser les autres. « Plus serré à la taille » ordonna-t-elle sans me regarder. Je m'exécutai. Mes doigts effleurèrent le tissu pourpre, cette couleur qu'elle adorait, la couleur du sang séché. L'odeur de son parfum, rose et musc, me soulevait le cœur. C'était la même fragrance qu'elle portait au tribunal, le jour où elle avait témoigné contre mon père. « Vous êtes silencieuse, » remarqua-t-elle. « Les autres modistes bavardent sans cesse. »« Je préfère laisser parler mon travail, madame. » Elle haussa un sourcil presque amusé. « Une provinciale philosophe, comme c'est rafraîchissant. Provinciale. Oui, c'était mon masque. Geneviève Morel, orpheline de Lyon, formée chez les sœurs couturières. Pas Geneviève Duval, fille du joaillier que cette femme avait détruit pour cacher ses propres crimes. » Je plantai une épingle dans le tissu, peut-être un peu trop près de sa peau. « Oh » fit-elle avec une moue agacée. « Pardonnez-moi, madame, ma main a glissé. » Elle me toisa dans le miroir. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans son regard. De la méfiance? De la reconnaissance? Mais non, pour elle, les domestiques n'avaient pas de visage. Nous étions interchangeables, invisibles. C'était exactement ce que je comptais utiliser. La porte du boudoir s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Je me retournai et mon cœur s'arrêta. L'homme qui entrait avait le visage d'un ange fatigué par l'ennui. 35 ans environ. Des cheveux sombres, légèrement trop longs pour la mode actuelle. Des yeux gris comme un ciel d'hiver. Le vicomte de Mornay. Je le reconnus immédiatement. Il était présent au procès de mon père, assis au premier rang, avec ce même air de spectateur amusé. C'était lui qui avait financé la fausse expertise des diamants. Lui, le complice silencieux de Madame de la Rue. « Ma chère Hortense » lança-t-il en s'appuyant contre le chambranle. « Vous êtes en retard pour le thé chez la duchesse. »« Le thé attendra, » répondit Madame de la Rue. « Cette robe ne se coudra pas toute seule. » Le vicomte balaya la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur moi. Pas un coup d'œil distrait comme on en accorde aux servantes. Non, un examen méthodique, glacial. « Une nouvelle recrue, » murmura-t-il. « Lyon, n'est-ce pas ?» J'ai reconnu l'accent. Je baissai les yeux. « Oui, monsieur le vicomte. »« Vous cousez depuis longtemps ?»« Depuis l'enfance, monsieur. » Il s'approcha. 2 pas. 3. Je sentis son ombre sur ma nuque. L'odeur du tabac et du cuir. « Montrez-moi vos mains. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Je levai mes paumes vers lui, priant pour qu'il ne remarque rien. Mais il remarqua. « Curieux, » dit-il doucement. « Les couturières de province ont généralement les doigts abîmés par les travaux domestiques. Les vôtres sont aussi soignés que ceux d'une pianiste. » Le piège se refermait. Je sentais ses mâchoires d'acier sur ma gorge. « Une bonne modiste protège ses instruments, monsieur le vicomte. Je porte des gants pour tout, sauf pour la couture. » Il inclina la tête. Un léger sourire étira ses lèvres. « Quelle discipline admirable !» Il ne me croyait pas. Je le lisais dans ses yeux. Mais il ne dit rien de plus. Il retourna vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « Hortense, nous partons dans 20 minutes. Tâchez d'être présentable. » Quand la porte se referma,
Je pus enfin respirer. Madame de la Rue ajustait ses boucles d'oreilles, indifférente à l'échange qui venait d'avoir lieu. « Ne faites pas attention à Philippe, dit-elle distraitement. Il aime jouer au chat avec tout le monde. C'est une manie agaçante. » Philippe. Elle l'appelait par son prénom. Bien sûr, les rumeurs disaient qu'il était son amant depuis des années. Je terminais les ajustements en silence. Chaque point de couture était une promesse. Chaque épingle, un serment. « Vous pouvez disposer, » dit Madame de la Rue. « Revenez demain pour les finitions. » Je rassemblais mes affaires, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau affolé. La sortie, l'escalier de service, l'air libre. Mais en traversant le couloir, j'entendis des voix derrière une porte entr'ouverte, celle du petit salon. Le vicomte et Madame de la Rue. « Cette fille ment, » disait le vicomte, « et cela m'intrigue. » Je me figeai. « Vraiment, Philippe, » soupira Madame de la Rue. « Vous voyez des complots partout. » « C'est une simple couturière. Les simples couturières ne tiennent pas leurs ciseaux comme des artistes. Elles ne baissent pas les yeux avec autant de calcul. Cette femme cache quelque chose. » Un silence. Puis le rire de Madame de la Rue, ce son cristallin qui hantait mes cauchemars. « Eh bien, si elle vous fascine tant, enquêtez, mais ne venez pas me distraire avec vos lubies. J'ai un empire mondain à gouverner. » Des pas se rapprochèrent de la porte. Je me glissai dans l'ombre d'une alcôve, retenant mon souffle. Le vicomte passa devant moi sans me voir, ou peut-être en faisant semblant de ne pas me voir. Je quittai l'hôtel particulier par l'escalier de service. Le froid de décembre mordait ma peau à travers mon manteau usé. La neige tombait sur Paris comme un voile laiteux, étouffant les bruits de la ville. Dans ma poche, mes doigts serraient la petite fiole d'encre que j'avais subtilisée sur le bureau de Madame de la Rue. Un début. Un minuscule fil que je tirerais jusqu'à ce que tout son monde se défasse. Mais les mots du vicomte résonnaient dans ma tête. Cette fille ment. Et cela m'intrigue. J'avais mis 5 ans à construire mon masque, et il avait fallu 5 minutes à cet homme pour y voir une fissure. Je relevai mon capuchon et disparus dans la neige. La partie venait de commencer, et je jouais déjà avec un désavantage. L'aiguille perça le velours à 4 heures du matin. Je travaillais dans la mansarde réservée aux domestiques, une pièce étroite sous les toits où le froid s'infiltrait par chaque fissure. La chandelle projetait des ombres tremblantes sur les murs. Mes doigts couraient sur le tissu, automatique, précis, pendant que mon esprit repassait chaque détail de la veille. Le vicomte savait, ou du moins, il soupçonnait. La porte grinça, je levai les yeux. Héloïse se tenait sur le seuil, sa silhouette maigre enveloppée dans un châle élimé. 22 ans, des yeux de fouine et cette façon de sourire qui ne montait jamais jusqu'au regard. Elle était l'assistante de la précédente modiste, celle que j'avais remplacée. « Vous travaillez tôt ?» dit-elle en s'approchant. « Les délais n'attendent pas. » Elle s'assit sur le tabouret en face de moi, sans y être invitée. Son regard détailla mon ouvrage avec une envie mal dissimulée. « Madame de la Rue semble vous apprécier. C'est rare. Elle a renvoyé 3 couturières en 6 mois. » J'ai de la chance. La chance. Héloïse émit un petit rire sec. C'est ce que disent ceux qui ne veulent pas révéler leurs secrets. Je continuai à coudre sans répondre. Le silence s'étira entre nous comme un fil prêt à casser. Le vicomte de Mornay a posé des questions sur vous hier soir, lâcha-t-elle soudain. Mon aiguille s'arrêta une fraction de seconde. Trop longtemps. Elle l'avait remarqué.
Il voulait savoir d'où vous veniez vraiment, poursuivit-elle. Si quelqu'un vous connaissait à Lyon. Et qu'avez-vous répondu? Que je ne savais rien. Elle se pencha vers moi, ses yeux brillants dans la lumière jaune de la chandelle. Mais je pourrais chercher. Je connais des gens qui vérifient les histoires des domestiques suspects. La menace était claire. Je posais mon ouvrage. Que voulez-vous, Héloïse? La robe de bal pour la comtesse de Vigny, c'est moi qui devais la confectionner avant votre arrivée. Madame de la Rue me l'a confiée. Madame de la Rue change souvent d'avis, surtout quand on lui présente certaines informations. Je la regardais longuement. Cette fille était dangereuse, pas intelligente, mais rusée, la pire combinaison. Très bien, dis-je. La robe de la comtesse est à vous. Son sourire s'élargit. Elle se leva, satisfaite de sa petite victoire. Je savais que nous pourrions nous entendre. Elle sortit. Je restai immobile, écoutant ses pas décroître dans l'escalier. Une ennemie de plus, comme si le vicomte ne suffisait pas. Le jour se leva sur un Paris gris et humide. Je descendis vers les cuisines chercher un peu de pain, puis me glissai vers l'orangerie par le passage des domestiques. J'avais besoin d'un endroit pour cacher mes notes, mes observations sur la maisonnée. L'orangerie était une grande serre attenante à l'hôtel particulier. L'air y était lourd, saturé du parfum entêtant des lys et des orchidées. La terre humide sous mes pieds. Le murmure de l'eau dans la fontaine centrale. Je m'avançais entre les plantes, cherchant un recoin discret. « Vous cherchez quelque chose, mademoiselle Morel ?» Je me retournai brusquement. Le vicomte de Mornay se tenait près d'un oranger, un sécateur à la main. Il portait une veste d'intérieur, comme s'il avait passé la nuit ici. Peut-être était-ce le cas. Ses yeux gris m'observaient avec cette intensité qui me glaçait le sang. « Je cherchais de l'inspiration, monsieur le vicomte. Madame désire une robe couleur orchidée. » L'inspiration. Il fit tourner le sécateur entre ses doigts. À 5 heures du matin, dans une serre glaciale. Les artistes ont des habitudes étranges. Les artistes. Il s'approcha lentement. J'ai connu beaucoup d'artistes à Paris. Des peintres, des musiciens, des poètes. Ils ont tous un point commun. Savez-vous lequel? Je reculai d'un pas. Mon dos heurta une étagère de peau. Ils mentent, poursuivit-il, constamment, magnifiquement. Le mensonge est leur matière première. Je ne suis qu'une modiste. Les modistes aussi mentent. Elles disent aux femmes laides qu'elles sont belles, aux vieilles qu'elles paraissent jeunes. Vous devez être une excellente menteuse pour avoir survécu dans ce métier. Il était tout près maintenant. Je sentais l'odeur du tabac, plus forte que la veille. Et autre chose. Du cognac, peut-être. Avait-il bu toute la nuit? « Vos mains, dit-il soudain. « Pardon? Montrez-moi vos mains à nouveau. » Je n'avais pas le choix. Je les levai devant lui, paumes ouvertes. Il les prit dans les siennes. Ses doigts étaient froids, fermes. Il examina mes paumes, mes ongles, les petites cicatrices laissées par des années de couture. « Pas de callosité aux bons endroits, » murmura-t-il. « Vous n'avez pas toujours cousu. Avant, vous faisiez autre chose, quelque chose de plus délicat. Le piano. Je jouais du piano autrefois, avant que Père soit arrêté et que nous perdions tout. » Comment pouvait-il deviner cela juste en regardant mes mains? « Les orchidées sont des parasites, dis-je pour détourner son attention. Elles vivent aux dépens des arbres qui les portent. » Je sais. Il lâcha mes mains mais ne recula pas. C'est ce qui les rend si fascinantes. Elles sont belles et mortelles à la fois. Comme certaines personnes, un éclair traversa son regard. De l'amusement? De la reconnaissance? Vous parlez de quelqu'un en particulier?
Je parle des fleurs, monsieur le vicomte, rien de plus. » Il sourit, un vrai sourire cette fois, qui creusa des rides au coin de ses yeux. « Vous êtes dangereuse, mademoiselle Morel. Je ne sais pas encore comment, ni pourquoi, mais je le découvrirai. » Il s'éloigna vers la sortie, puis s'arrêta. « Un conseil, évitez de vous promener seul la nuit. » Cette maison a des yeux partout. Il disparut parmi les feuillages. Je restai immobile, le cœur battant. Cet homme était une énigme. Il me menaçait, mais ces menaces ressemblaient à des avertissements. Il me soupçonnait, mais ne me dénonçait pas. La nuit venue, je me glissai hors de ma chambre. Les couloirs de l'hôtel particulier étaient silencieux, plongés dans l'obscurité. Seules quelques bougies brûlaient dans les appliques murales. Je devais savoir ce que Madame de la Rue cachait. Le cabinet de travail se trouvait au premier étage, près de la chambre principale. Je m'approchai à pas de loup, évitant les lattes du parquet qui grinçaient. La porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait. Des voix. Je me plaquai contre le mur, retenant mon souffle. « Ces lettres sont ma garantie, » disait Madame de la Rue. « Sans elles, vous seriez déjà ruiné. »« Vous appelez cela une garantie ?» La voix du vicomte, tendue de colère contenue. « Moi j'appelle cela du chantage, Hortense. » Les mots sont des ornements, Philippe. Ce qui compte, c'est le résultat. Vous restez à mes côtés, vous m'accompagnez dans le monde, et en échange, la femme du ministre ne saura jamais ce que vous avez fait dans sa maison de campagne. Un long silence. Un jour, dit le vicomte d'une voix sourde, vous paierez pour tout cela. Des menaces, comme c'est amusant. Souvenez-vous à qui vous devez votre position actuelle. Sans moi, vous ne seriez qu'un petit noble de province criblé de dettes. Des pas se rapprochèrent de la porte. Je me glissai dans l'ombre d'une alcôve, le cœur tambourinant contre mes côtes. Le vicomte sortit du cabinet. Il fit 3 pas dans le couloir, puis il s'arrêta. « Sortez de là, mademoiselle Morel. J'entends votre cœur battre d'ici. » Sa main se referma sur mon poignet avant que je puisse fuir. Le vicomte me tira hors de l'alcôve avec une force qui me surprit. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux gris, brillants d'une lueur dangereuse dans la pénombre du couloir. « Vous avez donc choisi l'espionnage, » murmura-t-il. « Intéressant. » Je me suis égaré, monsieur le vicomte. Je cherchais les cuisines. « Les cuisines sont au sous-sol. Nous sommes au premier étage. Près du cabinet privé de Madame de la Rue. Quelle coïncidence remarquable. » Je tentais de dégager mon bras. En vain. Sa prise était ferme, presque douloureuse. « Vous me faites mal. »« Et vous me mentez. Nous sommes quittes. » La porte du cabinet s'ouvrit davantage. Je retins mon souffle. Si Madame de la Rue me trouvait ici, tout serait terminé. Mais le vicomte fit quelque chose d'inattendu. Il m'attira contre lui, plaqua sa main sur ma bouche et me poussa dans un recoin sombre derrière une grande horloge normande. Le parfum de rose et de musc envahit le couloir. Madame de la Rue passa devant nous sans nous voir, ses talons claquant sur le parquet ciré. Elle disparut vers sa chambre. Le vicomte attendit que le bruit de ses pas s'éteigne, puis il me relâcha. « Vous me devez une explication, » dit-il à voix basse. « Je ne vous dois rien. Vous étiez en train d'espionner la femme la plus dangereuse de Paris. Soit vous êtes folle, soit vous avez une excellente raison. Je penche pour la seconde option. » Je le regardai dans les yeux. Cet homme venait de me cacher de Madame de la Rue. Pourquoi? Quel jeu jouait-il? « J'ai entendu votre conversation, dis-je. Elle vous fait chanter. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Vous êtes décidément très imprudente, mademoiselle Morel, ou quel que soit votre vrai nom.
Mon nom est Morel. Non. Il secoua lentement la tête. J'ai vérifié. Il n'existe aucune Geneviève Morel dans les registres des couturières de Lyon. Aucune orpheline correspondant à votre description dans les couvents de la région. Vous êtes un fantôme. Mon sang se glaça. Il avait enquêté. En 2 jours, il avait déjà commencé à démolir mon histoire. « Que voulez-vous » demandai-je. « La vérité. La vérité ne vous apportera rien. Laissez-moi en juger. » Nous nous défiâmes du regard pendant un long moment. Le tic-tac de l'horloge normande scandait les secondes. « Pas ici », finis-je par dire. « Pas maintenant. »« Alors où? Quand ?»« Demain, à l'orangerie, après minuit. » Il hocha imperceptiblement la tête. « Si vous ne venez pas, je raconterai à Madame de la Rue que sa nouvelle modiste rôdait près de son cabinet en pleine nuit. J'y serai. » Il s'écarta pour me laisser passer. Je m'éloignai dans le couloir, sentant son regard peser sur mon dos jusqu'à ce que l'obscurité m'engloutisse. Le lendemain matin, Madame de la Rue me convoqua dans son boudoir. Elle voulait que je termine les ajustements de sa robe pourpre pour le dîner du soir. Je travaillais en silence, mes doigts courant sur le tissu pendant qu'elle bavardait avec sa femme de chambre. Des commérages sur la cour, les liaisons de telle duchesse, les dettes de tel comte. Puis elle prononça des mots qui figèrent mes mains. « Cette affaire du joaillier Duval, dit-elle en examinant ses ongles. Vous vous en souvenez, Pauline ? » Vaguement, madame, répondit la femme de chambre. Un homme détestable. Il a tenté de me voler des diamants, vous imaginez ? L'effronterie de ces gens du commerce. Heureusement, la justice a été rendue. Elle sourit, ce sourire de serpent que je voyais dans mes cauchemars. Il est mort en prison, n'est-ce pas ? Continua-t-elle. Quelle fin appropriée pour un voleur. Je serrai si fort mon aiguille qu'elle me perça le doigt. Une goutte de sang tomba sur le tissu pourpre, invisible. « Vous vous êtes blessé ?» remarqua Madame de la Rue avec indifférence. « Ce n'est rien, madame, une simple piqûre. »« Les couturières se blessent rarement. Vous êtes distraite aujourd'hui. »« Pardonnez-moi, je manque de sommeil. » Elle m'observa un instant, puis haussa les épaules et reprit sa conversation avec Pauline. Je terminai mon travail avec des gestes mécaniques. Mon père n'était pas un voleur. C'était le plus honnête des hommes, et cette femme l'avait détruit pour couvrir ses propres crimes. L'après-midi, je profitais de l'absence de Madame de la Rue pour retourner dans son boudoir. Officiellement, je devais ajuster un ourlet. En réalité, je cherchais des preuves. La pièce sentait la poudre de riz et l'eau de rose. Des flacons de parfum encombraient la coiffeuse. Des bijoux brillaient dans leurs écrins de velours. Je fouillais systématiquement les tiroirs de la commode, les boîtes à gants, le petit secrétaire près de la fenêtre. Rien. Puis je remarquai quelque chose. Le miroir ovale au-dessus de la coiffeuse était légèrement de travers. Je m'approchai, examinai le cadre doré. Mes doigts trouvèrent un mécanisme caché. Le miroir pivota, révélant une cavité dans le mur. À l'intérieur, des papiers, des lettres, des documents. Je les parcourus rapidement, le cœur battant. Des reconnaissances de dettes signées par des noms illustres, des billets d'amour compromettants. Et au fond, un document officiel. Je le dépliai, mes mains tremblaient. C'était le rapport d'expertise des diamants, celui qui avait condamné mon père. Et au bas de la page, une note manuscrite, l'écriture de Madame de la Rue. 50 000 francs au joaillier Bertrand pour falsifier l'expertise. Affaire classée. La preuve. J'avais la preuve de l'innocence de mon père. Des pas dans le couloir. Je glissai le document dans mon corsage,
refermai le miroir et m'emparai de mon aiguille. La porte s'ouvrit. Héloïse entra. Elle s'arrêta net en me voyant. « Que faites-vous ici ?»« L'ourlet de la robe Parme, » dis-je en montrant le vêtement sur le mannequin. « Madame est sortie depuis 1 heure. Vous auriez dû terminer depuis longtemps. »« Le travail soigné demande du temps. » Ses yeux de fouine balayèrent la pièce, cherchant un indice, une preuve de ma culpabilité. « Vous transpirez ?» remarqua-t-elle. « Il ne fait pourtant pas chaud. » La concentration, cela arrive parfois. Elle s'approcha lentement, tel un prédateur flairant sa proie. « Je vous ai vu sortir de votre chambre cette nuit, » dit-elle. « Vous vous promenez beaucoup pour une simple couturière. »« L'insomnie me tourmente. »« L'insomnie. » Elle imite un petit rire. « Ou peut-être cherchez-vous quelque chose qui ne vous appartient pas. » Je posai mon ouvrage et la regardai droit dans les yeux. « Que voulez-vous exactement, Héloïse ?»« La vérité sur qui vous êtes. Et si je ne l'obtiens pas de vous, je l'obtiendrai de Madame de la Rue. »« Allez-y, racontez-lui vos soupçons. Dites-lui que vous espionnez les autres domestiques au lieu de faire votre travail. »« Ce n'est pas de l'espionnage, c'est de la vigilance. » La différence est subtile. Nous nous affrontâmes du regard. 2 femmes, 2 adversaires. Le combat silencieux des apparences et des sous-entendus. « Je vous observe, » dit Héloïse. « Ne l'oubliez pas. » Elle sortit, laissant derrière elle une traînée de menaces. Le soir tomba sur Paris. La neige avait cessé, laissant place à un froid sec qui mordait les os. Je me glissai hors de ma chambre vers l'orangerie, le document volé toujours caché dans mon corsage. L'orangerie était plongée dans l'obscurité. Seule la lune filtrait à travers les vitres givrées, projetant des ombres argentées sur les plantes endormies. « Vous êtes venu !» La voix du vicomte me fit sursauter. Il émergea d'entre les orangers, une lanterne sourde à la main. « J'ai dit que je viendrais. » Les promesses des fantômes ne valent pas grand-chose. Il posa la lanterne sur une table de pierre. La lumière jaune creusa ses traits, accentuant les cernes sous ses yeux. « Alors, mademoiselle le fantôme, qui êtes-vous vraiment ?» Je le regardai longuement. Cet homme était mon ennemi. Il avait participé à la destruction de ma famille. Mais cette nuit, j'avais découvert qu'il était aussi prisonnier de Madame de la Rue, un esclave élégant, enchaîné par le chantage. L'ennemi de mon ennemi. Je pris ma décision. Je m'appelle Geneviève Duval. Mon père était le joaillier que Madame de la Rue a fait condamner il y a 5 ans. Le vicomte resta immobile. Seul un léger froncement de sourcils trahit sa surprise. « Duval », répéta-t-il lentement. « L'affaire des diamants volés. » « Des diamants qu'elle avait elle-même vendus pour payer vos dettes de jeu. » Un silence pesant s'installa entre nous. « Vous êtes venu pour vous venger, » dit-il finalement. « Je suis venu pour la vérité et pour la justice. » Il fit un pas vers moi. « La justice n'existe pas dans ce monde, mademoiselle Duval. Seulement le pouvoir, et ceux qui savent l'utiliser. » Je sortis le document de mon corsage. « Ceci est la preuve que l'expertise était falsifiée, payée par Madame de la Rue elle-même. » Il prit le papier, l'examina à la lumière de la lanterne. Ses yeux s'agrandirent. « Où avez-vous trouvé cela ?»« Là où elle cache tous ses secrets. » Il leva les yeux vers moi. Pour la première fois, je vis autre chose que de la méfiance dans son regard, du respect peut-être, ou de l'admiration. « Vous êtes très courageuse, ou très folle ?»« Les deux, probablement. » Il me rendit le document. « Dans 3 jours,
Il vient à un bal chez la comtesse de Vigny. Madame de la Rue y sera. Avec ce papier et quelques autres preuves que je possède, nous pourrions la détruire. » « Nous » ? « Elle m'a pris mon frère, » dit-il d'une voix soudain rauque. « Il s'est tué l'année dernière, à cause d'elle, de ses manipulations. » Je le regardais différemment. Derrière le masque du dandy ennuyé, je voyais maintenant la blessure, la rage contenue. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? » ?»« Vous ne devriez pas, mais vous n'avez pas le choix. » Il tendit la main vers moi. « Alliance temporaire, mademoiselle Duval ?» Je regardai sa main, puis son visage. Puis je pris ma décision. Nos doigts se touchèrent. À cet instant précis, une ombre bougea près de la porte de l'orangerie. Je me retournai vivement. Personne. Mais sur le sol, près de l'entrée, je remarquai une trace fraîche dans la terre humide. La marque d'une bottine de femme. Quelqu'un nous avait observés. Quelqu'un avait tout entendu. Le vicomte suivit mon regard. Son visage se durcit. « Héloïse !» murmura-t-il. La trace de bottine brillait dans la terre humide comme une accusation silencieuse. Je m'élançai vers la porte de l'orangerie, mais le vicomte me retint par le bras. « Inutile, dit-il. Elle a déjà disparu. Si elle parle à Madame de la Rue, elle parlera. C'est dans sa nature. La question est de savoir combien de temps nous avons avant qu'elle ne le fasse. » Je me dégageai de sa prise, le cœur battant à tout rompre. Tout s'effondrait. Mon plan si soigneusement élaboré, mes 5 années de préparation, détruites par une petite fouine jalouse. « Je dois partir cette nuit, » dis-je. « Non. » « Vous ne comprenez pas. Si Madame de la Rue apprend qui je suis, elle vous fera arrêter, ou pire. » Il me regarda avec une intensité nouvelle. « Mais si vous fuyez maintenant, tout sera perdu. Votre père restera un voleur dans les mémoires. Sa réputation ne sera jamais lavée. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Il avait raison. Partir maintenant signifiait abandonner, laisser Madame de la Rue triompher une seconde fois. Que proposez-vous ? Héloïse est cupide. Elle ne parlera pas gratuitement. Elle cherchera d'abord à monnayer son silence. Je n'ai rien à lui offrir. Moi, si. Il sortit de sa poche une bourse de velours. Le cuir craqua lorsqu'il l'ouvrit, révélant l'éclat de plusieurs pièces d'or. L'argent achète beaucoup de choses dans cette maison, y compris le silence des serpents. Je le regardais différemment. Cet homme que j'avais considéré comme mon ennemi venait de risquer sa position pour me protéger. « Pourquoi ? Votre frère, dis-je doucement. » Comment s'appelait-il ? Le vicomte se figea. Une ombre passa sur son visage. Édouard, il avait 23 ans. Que s'est-il passé ? Un long silence. Le vent d'hiver sifflait à travers les vitres mal jointes de l'orangerie. Il était amoureux de Madame de la Rue, finit-il par dire. Elle l'a encouragé, manipulé, puis jeté lorsqu'elle en a eu assez. Mais avant cela, elle lui avait fait signer des reconnaissances de dettes, des sommes impossibles à rembourser. Et il sait, il a préféré mourir plutôt que de vivre dans la honte. Sa voix était devenue un murmure rauque. Je vis ses mains se crisper sur la bourse de velours. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas. » Il me regarda. « Soyez impitoyable. C'est la seule chose qui compte maintenant. » L'aube commençait à teinter le ciel lorsque nous quittâmes l'orangerie par des chemins séparés. Je regagnai ma chambre sous les toits, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, je trouvai Héloïse qui m'attendait dans l'escalier de service. Son sourire de triomphe me donna la nausée. « Mademoiselle Duval, » susurra-t-elle. « Ou devrais-je dire, la fille du voleur. Que voulez-vous? Ce que veulent tous les gens intelligents. » Elle se rapprocha, baissant la voix. « Une meilleure position, plus d'argent, et la satisfaction de voir les arrogantes comme vous tomber de leur piédestal. Je ne suis pas arrogante. Non,
Vous arrivez ici, vous volez ma place auprès de madame, vous séduisez le vicomte, et vous pensez que personne ne remarque rien? Je n'ai rien volé du tout, ce n'est pas ce que j'ai vu cette nuit. Elle inclina la tête, vous et le vicomte, dans l'orangerie, conspirant contre madame de la rue. Mon sang se glaça, elle avait tout entendu. Combien ? Demandai-je. Pardon ? Combien pour votre silence ? Son sourire s'élargit. 300 francs et la robe de la duchesse de Montfort. C'est de l'extorsion. C'est du commerce. Elle haussa les épaules. Vous avez jusqu'à ce soir pour me donner l'argent, sinon je vais voir madame de la rue. Elle s'éloigna, ses bottines claquant sur les marches de pierre. Le vicomte me retrouva dans la cour aux écuries, là où personne ne nous verrait. Le froid mordait ma peau à travers mon châle usé. L'odeur du fumier et du foin se mêlait à celle de la neige fondue. « Elle veut 300 francs, dis-je. Je m'en occupe. Ce n'est pas tout. Elle veut aussi ma place. Elle me déteste. La haine est prévisible. C'est presque rassurant. » Je le regardais avec exaspération. Comment pouvez-vous plaisanter dans un moment pareil ? Parce que si je ne plaisante pas, je risque de l'étrangler, et ce serait mal vu. Malgré moi, un rire nerveux m'échappa. Le vicomte sourit, et pendant un instant, je vis l'homme qu'il avait dû être avant que la tragédie ne le brise. « Écoutez, dit-il plus sérieusement, Héloïse est un problème, mais pas insurmontable. Je paierai son silence aujourd'hui. Cela nous donnera le temps de préparer notre plan. Et si elle parle quand même, elle ne parlera pas. Les gens comme elle sont esclaves de leur cupidité. Tant qu'elle croira pouvoir obtenir plus, elle se taira. » Il me tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Des informations sur le bal de la comtesse de Vigny. Madame de la Rue y portera une nouvelle robe. Vous devez vous assurer d'être celle qui la confectionne. » J'ouvris l'enveloppe. Des notes sur les invités, le protocole, la disposition des salons. Pourquoi la robe est-elle si importante ? Parce que c'est vous qui allez y cacher notre message. Un message que l'impératrice elle-même pourra lire. Je levai les yeux vers lui. « Vous êtes fou. » »« Probablement. » Il me regarda avec une intensité nouvelle. « Mais vous n'avez pas traversé 5 années de préparation pour abandonner maintenant, n'est-ce pas ? » ?»« Non, je n'abandonnerai pas. » L'après-midi, je retournai dans le boudoir de madame de la Rue pour la suite des essayages. Elle était d'humeur massacrante, ayant perdu aux cartes la veille. « Cette robe est trop serrée, se plaignit-elle. Vous essayez de m'étouffer ? Pardonnez-moi, madame, je vais relâcher les coutures. Faites-le vite, j'attends des visites. » Je travaillais en silence, mes doigts ajustant le tissu pendant que mon esprit analysait chaque détail de la pièce. Le miroir au secret était toujours en place. Madame de la Rue ne semblait pas avoir remarqué que ses documents avaient été fouillés. La porte s'ouvrit. Héloïse entra avec un plateau de thé. « Ah, Héloïse, dit madame de la Rue, posez cela sur la console. »« Oui, madame. » Héloïse me lança un regard triomphant en passant près de moi. L'argent du vicomte l'avait-il satisfaite ? Ou préparait-elle une autre trahison ? « Cette nouvelle modiste est compétente, n'est-ce pas, Héloïse ? » demanda madame de la Rue. « Très compétente, madame. Peut-être même trop. » Mon sang se figea. « Trop ?» Madame de la Rue haussa un sourcil. « Que voulez-vous dire ? » Elle pose beaucoup de questions. Sur la maison, sur les habitudes des maîtres. « Vraiment ?» Le regard de madame de la Rue se posa sur moi. « Est-ce vrai, mademoiselle Morel ?»« Je m'intéresse à mon environnement de travail, madame, pour mieux servir vos besoins. » Quelle délicate attention.
Elle me scrutait maintenant avec cette acuité de prédateur que je redoutais tant. Héloïse souriait dans l'ombre. « Vous savez, mademoiselle Morel, les domestiques curieux ont rarement une longue carrière dans cette maison. »« Je comprends, madame. J'espère sincèrement que vous comprenez. » Le silence qui suivit était lourd de menaces. Héloïse venait de planter une graine de suspicion. Pas assez pour me faire renvoyer immédiatement, mais suffisante pour que Madame de la Rue m'observe de plus près. Le soir même, je trouvai le vicomte dans le petit salon du rez-de-chaussée. Il lisait, ou faisait semblant de lire, près de la cheminée. « Héloïse a parlé », dis-je à voix basse. « Je sais. » Il tourna une page sans lever les yeux. « J'ai entendu. Elle a pris votre argent et m'a trahi quand même. » « Non. Elle a pris mon argent et a semé le doute. C'est différent. Si elle avait vraiment tout raconté, vous seriez déjà dans une prison. » « C'est censé me rassurer ? » ?»« C'est censé vous montrer qu'Héloïse joue sur plusieurs tableaux. Elle veut voir qui gagnera avant de choisir son camp. » Je m'assis dans le fauteuil en face de lui, épuisé. Je ne peux pas continuer comme ça. Chaque jour apporte un nouveau danger. 3 jours. Il leva enfin les yeux. Dans 3 jours, c'est le bal. Tout se jouera là-bas. Et si nous échouons, nous n'échouerons pas. Il posa son livre et se pencha vers moi. « Cette nuit, j'ai relu les documents que vous avez trouvés. L'expertise falsifiée est accablante. Mais ce n'est pas suffisant pour détruire Madame de la Rue. Elle a trop d'alliés, trop de protection. Alors à quoi bon? Il existe d'autres preuves. Des lettres qu'elle a écrites au juge qui a condamné votre père. Je sais où elles se trouvent. » Mon cœur s'arrêta. Où? Dans son coffre personnel, dans sa chambre à coucher. Impossible d'y accéder. Pas impossible. Difficile. Il me regarda avec intensité. Êtes-vous prête à prendre ce risque? Je pensais à mon père, à sa dernière lettre, écrite sur du papier taché de larmes, à ma mère, devenue folle de chagrin, à mon frère disparu. « Oui, dis-je, je suis prête. » Le vicomte hocha la tête. « Alors écoutez-moi attentivement. Demain soir, Madame de la Rue se rendra à l'opéra. Sa chambre sera vide pendant 4 heures. C'est notre seule fenêtre. » Il me tendit un petit objet métallique, une clé. La porte de service de sa chambre. Je l'ai fait copier il y a des mois. Je refermai mes doigts sur le métal froid. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» demandai-je. « Ce n'est pas seulement pour votre frère, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. « Parce que je connais la vérité sur cette nuit où votre père a été arrêté. J'étais là, Geneviève, et j'ai laissé faire. » Les mots résonnèrent dans le silence comme une condamnation. J'étais là, et j'ai laissé faire. Je reculai d'un pas, heurtant le fauteuil derrière moi. Le vicomte ne bougea pas. Son visage était un masque de pierre, mais ses yeux trahissaient quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. De la honte. « Vous étiez là, » répétai-je d'une voix blanche. « Oui. » « Vous avez vu ce qu'elle faisait. Vous saviez que mon père était innocent. »« Oui. » « Et vous n'avez rien dit. » Il se leva, s'approcha de la cheminée. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur son visage. J'avais 28 ans. J'étais criblé de dettes. Madame de la Rue m'avait offert de les effacer en échange de mon silence. Elle tendit sa main. Il fit un geste vague. Et j'ai serré cette main. La rage monta en moi comme une vague brûlante. Je m'élançai vers lui, levai la main pour le frapper. Il ne fit rien pour se défendre. Ma gifle claqua dans le silence. « Mon père est mort dans cette prison, » sifflai-je. « Ma mère a perdu la raison. Mon frère a disparu. Et vous osez me demander de vous faire confiance ?»« Non.
Il porta la main à sa joue rougie. « Je ne demande pas votre confiance. Je demande seulement que vous me laissiez réparer ce que j'ai détruit. » « Réparer ? On ne répare pas une vie brisée. On ne ressuscite pas les morts. » « Je sais. » Il me regarda avec une intensité qui me déstabilisa. « Chaque nuit depuis 7 ans, je vois le visage de votre père. Il m'implorait de témoigner en sa faveur. Il savait que j'avais vu Madame de Larue vendre ses diamants à Bertrand, le joaillier véreux. Il savait que je pouvais le sauver. Sa voix se brisa, et je l'ai regardé être emmené par les gendarmes sans rien dire. Le feu crépitait. Dehors, le vent d'hiver hurlait contre les fenêtres. Je sentais mes jambes trembler sous moi. « Pourquoi me révéler tout cela maintenant ?» demandai-je. « Vous auriez pu garder le silence. » « Parce que si nous devons détruire Madame de Larue ensemble, vous devez savoir qui je suis vraiment. Un lâche, un complice, un homme qui a vendu son honneur pour de l'argent. » Il s'approcha de moi, s'arrêtant à un pas de distance. « Mais aussi un homme qui veut se racheter, même si ce rachat doit lui coûter la vie. » Je le regardai longuement. Cet homme avait participé à la destruction de ma famille. Il méritait ma haine, ma vengeance. Pourtant, en cet instant, je ne voyais qu'un être brisé par ses propres choix, prisonnier de sa culpabilité, comme je l'étais de mon chagrin. « Je ne vous pardonne pas, dis-je finalement. Je ne demande pas votre pardon, mais j'accepte votre aide, jusqu'au bal. Après cela, nos chemins se sépareront. » Il hocha la tête. « C'est plus que je ne mérite. » Le lendemain soir arriva trop vite. Madame de Larue partit pour l'opéra dans un tourbillon de soie et de parfums. Sa calèche disparut dans la nuit, emportant avec elle le danger immédiat. Je comptais les minutes. 1 heure, 2 heures. À 10 heures précises, je me glissais hors de ma chambre. La clé que m'avait donnée le vicomte pesait dans ma poche comme un lingot de plomb. Les couloirs de l'hôtel particulier étaient silencieux. La plupart des domestiques avaient accompagné Madame de Larue ou profitaient de son absence pour se reposer. Seul le majordome veillait dans son bureau du rez-de-chaussée. J'atteignis la porte de service de la chambre principale sans encombre. Mes mains tremblaient lorsque j'insérais la clé dans la serrure. Un déclic. La porte s'ouvrit. L'odeur de rose et de musc m'assaillit immédiatement. La chambre de Madame de Larue était exactement comme je l'avais imaginée. Opulente, étouffante. Un lit à baldaquin drapé de velours cramoisi. Des miroirs partout, multipliant les reflets des bougies que j'avais allumées. Le coffre se trouvait dans un renfoncement près de la fenêtre. Un meuble massif en acajou, cerclé de fer. Le vicomte m'avait dit que la combinaison était la date de naissance de Madame de Larue. Le 15 mars 1820. Mes doigts tournèrent les molettes. Un 50320. Rien. J'essayai à nouveau. Un 5031820. Le mécanisme cliqueta. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de documents, des bijoux, des billets à ordre, et au fond, attachés avec un ruban noir, des lettres. Je les saisis, le cœur battant. L'écriture de Madame de Larue était reconnaissable entre mille, élégante, tranchante. « Mon cher juge Moreau », commençait la première lettre, « je vous remercie pour votre discrétion dans l'affaire Duval. Les 50 000 francs que vous trouverez ci-joints sont un modeste témoignage de ma gratitude. » Je continuais à lire, mes yeux dévorant chaque mot. Le joaillier était un obstacle gênant. Sa réputation d'honnêteté risquait de révéler certaines de mes transactions avec le bijoutier Bertrand. Il fallait le faire taire. Vous avez admirablement joué votre rôle. Les preuves. J'avais les preuves. Un bruit dans le couloir. Je me figeai. Des pas, légers,
furtif. Je glissais les lettres dans mon corsage, refermais le coffre aussi silencieusement que possible et me précipitais vers la porte de service. Trop tard. Héloïse se tenait dans l'encadrement, une lampe à la main. Son sourire était triomphant. « Je savais que vous viendriez, » dit-elle. « Je vous ai suivi depuis votre chambre. »« Héloïse, écoutez-moi. »« Non, c'est vous qui allez m'écouter. » Elle s'avança dans la pièce. « Vous croyez que je ne sais pas ce que vous cherchez? La preuve de l'innocence de votre père? » « Oh oui, j'ai fait mes recherches. Geneviève Duval, la fille du joaillier condamné. » Mon sang se glaça. « Comment avez-vous découvert? » « Les domestiques parlent. Les anciens serviteurs se souviennent. Il a suffi de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. » Elle posa sa lampe sur la coiffeuse. « Maintenant, vous allez me donner ces lettres. Et en échange, je ne dirai rien à Madame de la Rue. »« Non. »« Non ?» Elle éclata de rire. « Vous n'êtes pas en position de refuser. Ces lettres sont la seule chose qui peut laver l'honneur de mon père. Je ne vous les donnerai jamais. » Héloïse s'approcha de moi, son visage déformé par la cupidité. « Alors vous mourrez comme lui, en prison, abandonné de tous. » Elle se retourna vers la porte. « Les gendarmes seront ravis d'apprendre qu'une voleuse s'est introduite dans la chambre de Madame de la Rue. » Je m'élançai. Ma main se referma sur son bras. « Lâchez-moi !» cracha-t-elle. « Pas avant que vous m'ayez écouté. » Nous luttâmes un instant. Elle était plus forte que je ne l'avais imaginé. Ses ongles griffèrent mon visage. Puis une voix résonna depuis la porte. « Cela suffit !» Le vicomte de Mornay se tenait dans l'encadrement. Son expression était glaciale. « Monsieur le vicomte, » haleta Héloïse, « cette femme est une voleuse. Elle s'est introduite dans la chambre de madame. » « Je sais. C'est moi qui lui ai donné la clé. » Le visage d'Héloïse se décomposa. « Vous êtes complice ?»« Plus que complice. » Le vicomte s'avança dans la pièce. « Je suis l'instigateur. » Il sortit de sa poche un document plié. « Savez-vous ce que c'est, Héloïse ? C'est la reconnaissance de dette que vous avez signée l'année dernière, celle pour laquelle vous avez volé de l'argenterie à Madame de la Rue. » Le teint d'Héloïse vira au gris. « Comment ? » J'achète beaucoup de choses, y compris les secrets des domestiques. Le vicomte sourit. Maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Sinon, Madame de la Rue apprendra que sa femme de chambre préférée est une voleuse. Héloïse tremblait maintenant. « Que voulez-vous ? » Votre silence et votre aide pour le bal de demain. Il se tourna vers moi. « Nous avons les lettres ?» Je hochai la tête. « Parfait. » Il regarda Héloïse. « Le bal de la comtesse de Vigny aura lieu demain soir. Vous vous assurerez que Madame de la Rue porte la robe que Mademoiselle Duval confectionnera, sans poser de questions. »« Et si je refuse ?»« Vous ne refuserez pas. » Héloïse nous regarda tour à tour. Sa combativité s'était éteinte. « Très bien, » murmura-t-elle. « Je ferai ce que vous demandez. » Sage décision. Nous quittâmes la chambre par des chemins séparés. Le vicomte me raccompagna jusqu'à l'escalier de service. « Vous avez des lettres ?» demanda-t-il. Je les sortis de mon corsage. Il les examina à la lueur d'une bougie. « La preuve de la corruption du juge Moreau, combinée avec l'expertise falsifiée, c'est suffisant pour faire tomber Madame de la Rue. » Et Héloïse ? Elle nous trahira à la première occasion. Non, il secoua la tête. La peur est un meilleur gardien que l'argent. Elle sait maintenant que je peux la détruire aussi facilement que Madame de la Rue peut vous détruire. Je le regardais dans la pénombre du couloir. Vous aviez tout prévu. La reconnaissance de dette, le chantage. Je prépare cette vengeance depuis la mort de mon frère. Certaines pièces sont en place depuis des années. Et moi, étais-je aussi une pièce sur votre échiquier ? Il hésita un instant. Au début, oui.
Quand j'ai appris qu'une certaine Geneviève Morel avait été engagée comme modiste, j'ai fait des recherches. J'ai découvert qui vous étiez vraiment. Vous saviez depuis le début. Oui. Et vous m'avez laissé croire que je vous dupais. Je voulais voir jusqu'où vous iriez, quelle était la profondeur de votre détermination. Je sentis la colère monter à nouveau. Vous m'avez manipulé. Comme tout le monde dans cette maison se manipule. C'est le jeu, Geneviève. Il posa sa main sur mon bras. Mais je ne joue plus. Pas avec vous. Ce que j'ai dit hier soir était la vérité. Je veux réparer mes erreurs. Même si vous me haïssez pour le reste de votre vie. Je regardai sa main sur mon bras, puis son visage. Demain soir, dis-je. Au bal. Tout se jouera là-bas. Oui. Et après? Il ne répondit pas. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de réponse. Peut-être parce que l'après n'existait pas encore. Je regagnai ma chambre, les lettres serrées contre ma poitrine. Dehors, la neige recommençait à tomber sur Paris, effaçant les traces de la nuit. Le tissu glissait entre mes doigts comme de l'eau noire. Toute la journée, je travaillais sur la robe de Madame de la Rue, une création en velours d'un bleu si profond qu'il semblait absorber la lumière. Des perles de jais ornaient le corsage, des broderies d'argent serpentaient le long de la jupe comme des rivières de lune. C'était la plus belle robe que j'ai jamais confectionnée. Et elle serait aussi la dernière. Dans l'ourlet, dissimulé entre les couches de tissu, j'avais cousu les copies des lettres compromettantes. Le vicomte avait fait reproduire les documents par un faussaire de confiance. Les originaux restaient cachés dans ma chambre, sous une latte disjointe du plancher. Le plan était simple. Au bal, le vicomte créerait une diversion. Pendant ce temps, je m'approcherais de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur et ennemie jurée de Madame de la Rue. Je lui remettrais les preuves. Elle ferait le reste. Simple, dangereux, désespéré. Madame de la Rue entra dans le salon d'essayage à 4 heures précises. Elle était d'humeur exécrable. « Cette robe est-elle enfin terminée ?» demanda-t-elle sèchement. « Oui, madame. » Je fis une révérence. « Si vous voulez bien l'essayer. » Elle se déshabilla avec l'aide de Pauline pendant que je préparais le vêtement. Héloïse se tenait dans un coin, silencieuse. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis la veille. Le tissu épousa les formes de Madame de la Rue comme une seconde peau. Elle se tourna devant le miroir, examinant chaque détail avec son œil critique. « Acceptable, finit-elle par dire. Les broderies sont correctes. »« Merci, madame. »« Ne me remerciez pas, c'est votre travail. » Elle ajusta ses gants. « Ce soir, vous viendrez au bal avec nous. » Mon cœur s'arrêta. « Pardon, madame ?» La comtesse de Vigny a demandé une couturière sur place, au cas où l'une des invitées aurait besoin d'ajustements urgents. Vous êtes désignée. Je n'osais pas croire à ma chance ou à mon malheur. Bien sûr, madame. Vous resterez dans l'antichambre réservée aux domestiques. Vous ne vous mêlerez pas aux invités. Vous ne parlerez à personne, sauf si on vous adresse la parole. Est-ce clair? Parfaitement clair, madame. Elle quitta la pièce dans un froissement de soie. Héloïse me lança un regard indéchiffrable avant de la suivre. Je restai seul dans le salon, le cœur battant. Le destin venait de m'offrir un accès direct au bal. Mais cela signifiait aussi que Madame de la Rue m'aurait sous les yeux toute la soirée. Le vicomte me trouva dans le couloir 1 heure plus tard. « J'ai appris, dit-il à voix basse. C'est une opportunité. Ou un piège. Madame de la Rue ne soupçonne rien. Elle veut simplement impressionner la comtesse de Vigny avec son efficacité. Et si elle me reconnaît? Si quelqu'un au bal fait le lien entre Geneviève Morel et la fille du Val? Votre père travaillait dans un autre quartier. Les cercles de Madame de la Rue ne fréquentaient pas les mêmes endroits que votre famille. Il posa sa main sur mon épaule. Personne ne vous reconnaîtra. Je voulais le croire, j'avais besoin de le croire.
La princesse Mathilde sera-t-elle présente? Elle est confirmée. Le vicomte baissa encore la voix. Je m'arrangerai pour vous la présenter. Un accident, une bousculade, quelque chose de naturel. Et les lettres? Gardez-les sur vous, dans votre corset si nécessaire. Quand le moment viendra, vous saurez quoi faire. Il s'éloigna, me laissant seul avec mes pensées. La soirée arriva trop vite. La calèche de Madame de la Rue traversa Paris sous un ciel étoilé. La neige avait cessé, laissant les rues recouvertes d'un manteau blanc qui scintillait sous les réverbères. Je voyageais dans la seconde voiture, avec les autres domestiques. Héloïse était assise en face de moi, son regard fixé sur la fenêtre. Elle n'avait pas dit un mot depuis notre départ. « Vous savez ce qui va se passer ce soir » murmurai-je. Elle ne répondit pas. « Si vous avez l'intention de nous trahir, faites-le maintenant. Au moins, je serai préparé. » Héloïse tourna lentement la tête vers moi. « Je ne vous trahirai pas. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que Madame de la Rue m'a fait la même chose qu'à vous. » Je la regardai avec surprise. « Que voulez-vous dire? » Mon père aussi était un homme honnête, un artisan horloger. Elle l'a accusé de lui avoir vendu une montre volée. Il a perdu sa licence, sa réputation, tout. Sa voix tremblait légèrement. J'ai accepté ce poste pour me rapprocher d'elle, pour trouver des preuves de sa culpabilité. Mais je n'ai jamais eu votre courage. Je restai silencieuse, digérant cette révélation. Alors vous n'êtes pas mon ennemi. Je ne l'ai jamais été. J'étais jalouse, oui. Effrayée aussi. Mais pas votre ennemi. Elle me regarda dans les yeux. Ce soir, faites ce que vous devez faire. Je vous couvrirai. La calèche s'arrêta devant l'hôtel particulier de la comtesse de Vigny. Les lumières brillaient à chaque fenêtre. Des centaines de bougies illuminaient les salons visibles depuis la rue. La musique d'un orchestre filtrait à travers les portes ouvertes. Je descendis de voiture, mes lettres cachées dans le double fond de mon nécessaire à couture. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'on puisse l'entendre. L'antichambre des domestiques était une petite pièce à l'arrière de la demeure. Des chaises alignées contre le mur. Une table avec des rafraîchissements. Une fenêtre donnant sur la cour intérieure. Je m'installai dans un coin, mon nécessaire à couture sur les genoux. D'autres servantes attendaient, bavardant à voix basse. Personne ne me prêtait attention. 1 heure passa, puis 2. La porte s'ouvrit. Un valet en livrée apparut. « Mademoiselle Morel, une dame requiert vos services dans le petit salon bleu. » Je me levai, le cœur battant. « Bien sûr, conduisez-moi. » Je suivis le valet à travers un dédale de couloirs. La musique devenait plus forte, les éclats de rire plus distincts, l'odeur des parfums et des bougies m'enveloppait comme un nuage. Le petit salon bleu était une pièce élégante, décorée dans des tons d'azur et d'argent. Une femme m'attendait, assise sur une méridienne. Ce n'était pas n'importe quelle femme, la princesse Mathilde. Elle était exactement comme on la décrivait, majestueuse, intimidante. Ses yeux noirs me scrutèrent avec une intelligence aiguë. « Vous êtes la modiste de Madame de la Rue ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, Votre Altesse. Fermez la porte. » Je m'exécutais, les mains tremblantes. « Le vicomte de Mornay m'a dit que vous aviez quelque chose à me montrer. » Mon cœur s'arrêta, puis repartit. « Oui, Votre Altesse. » Je sortis les lettres de mon nécessaire à couture et les lui tendis. Elle les lut en silence. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le papier. « Comment avez-vous obtenu ces documents ?» Je me suis introduite dans la chambre de Madame de la Rue. « Au risque de votre vie. » Mon père est mort à cause de cette femme. Ma famille a été détruite. Je n'ai plus rien à perdre. La princesse me regarda longuement. « Vous êtes la fille du joaillier Duval ?»« Oui, Votre Altesse. »« Je me souviens de cette affaire. » Elle plia les lettres et les glissa dans son corsage. « Madame de la Rue a beaucoup d'ennemis à la cour,
Mais peu ont eu le courage de rassembler des preuves contre elle. Ces preuves peuvent-elles la détruire? Elles peuvent faire bien plus que cela. La princesse se leva. Elles peuvent restaurer l'honneur de votre père. Elle s'approcha de moi. Retournez dans l'antichambre. Agissez normalement. D'ici 1 heure, tout sera terminé. Comment? Vous verrez. Elle ouvrit la porte et sortit, me laissant seul dans le salon bleu. Je restai immobile un moment, tremblante. C'était fait. Les lettres étaient entre les mains de la princesse. Le piège se refermait sur Madame de Larue. Je retournai dans l'antichambre par le même chemin. Héloïse m'attendait, anxieuse. « C'est fait » murmura-t-elle. « C'est fait. » Nous attendîmes. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. La musique continuait à jouer. Les rires résonnaient. Puis un cri perça le brouhaha, suivi d'un autre. La porte de l'antichambre s'ouvrit brutalement. Un valet apparut, le visage pâle. « Madame de Larue vient d'être arrêtée », annonça-t-il. « La police l'emmène. » Le chaos envahit l'hôtel particulier de la comtesse de Vigny en quelques minutes. Je me précipitai hors de l'antichambre, bousculant les domestiques qui couraient dans tous les sens. La musique s'était tue. Les cris des invités résonnaient dans les couloirs. Une rumeur montait comme une vague, portant des fragments de phrases terrifiées. Arrêté. Madame de Larue. Corruption. Le juge Moreau. Des lettres compromettantes. Je traversai le vestibule bondé, cherchant le vicomte des yeux. Des femmes en robe de soie se pressaient vers les sorties. Des hommes en habits noirs s'interpellaient avec agitation. Personne ne faisait attention à moi, simple couturière perdue dans la foule. Puis je la vis. Madame de Larue était encadrée par 2 gendarmes. Sa robe de velours bleu, ma création, était froissée. Son visage, d'ordinaire si maîtrisé, était déformé par la rage et la terreur. « C'est un scandale !» hurlait-elle. « Je suis une amie personnelle de l'impératrice. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. »« Madame, » répondit l'officier qui menait l'arrestation, « les preuves sont accablantes. Vous êtes accusé de corruption, de faux témoignages et de complicité dans la mort d'un innocent. » « Des mensonges! Tout cela est un complot !» Son regard balaya la foule et s'arrêta sur moi. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, nos yeux se croisèrent. Je vis la compréhension naître dans ses prunelles, puis la fureur, une fureur si intense qu'elle me glaça jusqu'aux os. « Vous !» cracha-t-elle. « La petite modiste! C'est vous qui avez fait cela !» Elle se débattit contre les gendarmes, tentant de s'élancer vers moi. « Je vous détruirai, vous entendez? Je vous détruirai comme j'ai détruit votre père. » Les mots tombèrent dans un silence soudain. Tous les invités s'étaient tournés vers nous, vers elle. Elle venait d'avouer son crime devant des dizaines de témoins. L'officier fit signe à ses hommes. « Emmenez-la !» Madame de Larue fut traînée vers la sortie, hurlant des malédictions. La foule s'écarta sur son passage, comme devant une pestiférée. Ceux qui, quelques heures plus tôt, lui baisaient la main, détournaient maintenant les yeux avec dégoût. Je restai immobile, tremblante, incapable de bouger. Une main se posa sur mon épaule. « Venez, » dit le vicomte à voix basse, « pas ici. » Il me guida à travers la foule vers une porte dérobée. Nous nous retrouvâmes dans un petit jardin d'hiver, désert et silencieux. L'air froid de la nuit me frappa comme une gifle, me tirant de ma stupeur. « C'est terminé, » murmurai-je. « C'est vraiment terminé. » Oui. Je me tournai vers lui. Son visage était pâle dans la lumière de la lune, mais ses yeux brillaient d'une émotion que je ne lui avais jamais vue. « La princesse Mathilde a agi plus vite que prévu, » dit-il. Elle a fait venir le préfet de police en personne. Les lettres, combinées aux témoignages qu'elle avait déjà rassemblés, étaient suffisantes pour une arrestation immédiate. Le juge Moreau?
Arrêtez lui aussi. À cette heure, il doit être en route vers la conciergerie. Je m'appuyai contre le mur de pierre, les jambes soudain faibles. Mon père. Sa voix me manqua. Son nom sera lavé. La princesse m'a assuré que la réhabilitation serait officielle, un décret impérial si nécessaire. Votre père sera reconnu innocent de tous les crimes dont on l'a accusé. Les larmes que j'avais retenues pendant 5 ans montèrent d'un coup. Je tentai de les ravaler, mais elles débordèrent, coulant sur mes joues comme une rivière trop longtemps endiguée. Le vicomte ne dit rien. Il resta simplement là, à côté de moi, pendant que je pleurais. Quand les sanglots s'apaisèrent enfin, je levai les yeux vers lui. « Pourquoi avez-vous fait tout cela? Vraiment? » « Je vous l'ai dit. Pour me racheter. » « Non. » Je secouai la tête. « Il y a autre chose. » « Vous auriez pu vous racheter de 1000 autres façons. Pourquoi celle-ci? Pourquoi moi ?» Il resta silencieux un long moment. Le vent d'hiver soufflait doucement, faisant bruisser les plantes du jardin d'hiver. « Parce que la nuit où votre père a été arrêté, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais oublié. »« Quoi? Vous ?» Il me regarda. « Vous étiez là, devant la boutique. Une adolescente de 15 ans. Vous regardiez les gendarmes emmener votre père. Vous ne pleuriez pas, vous ne criez pas. Vous restiez simplement là, droite, avec une expression de défi que je n'avais jamais vue chez personne. Je me souvenais de cette nuit. Le froid, les torches, le visage de mon père qui disparaissait dans l'obscurité. « J'ai su à cet instant que vous ne renonceriez jamais, » continua le vicomte, « que vous reviendriez. Et j'ai attendu. » « Attendu quoi? » « De pouvoir vous aider. De pouvoir réparer ce que j'avais contribué à détruire. » Il fit un pas vers moi. « 5 ans, Geneviève. Pendant 5 ans, j'ai cherché des preuves contre Madame de la Rue. J'ai accumulé des documents, des témoignages, des reconnaissances de dettes. Mais il me manquait toujours l'élément central, les lettres aux juges moraux, celles que vous avez trouvées. Vous saviez qu'elles existaient? Je soupçonnais leur existence, mais je n'avais jamais pu pénétrer dans sa chambre. Elle se méfiait trop de moi. Et moi, j'étais invisible. Vous étiez parfaite. Je le regardais différemment, cet homme que j'avais haï, que j'avais méprisé. Cet homme avait passé 5 ans à préparer ma vengeance sans même savoir si j'existerais encore pour l'accomplir. « Je ne comprends toujours pas, dis-je. Vous auriez pu utiliser ces preuves pour vous-même, pour vous libérer de son chantage. » Le chantage ne comptait pas. Il détourna les yeux. Mon frère était mort. Ma réputation était en ruine. Qu'avais-je à sauver? Votre honneur. Mon honneur? Il émit un rire amer. Je l'ai perdu la nuit où j'ai laissé condamner un innocent. Rien ne pourra jamais le restaurer. Vous vous trompez. Il me regarda avec surprise. Ce que vous avez fait ce soir, dis-je lentement, ce que vous avez fait pendant ces 5 années, cela compte, cela signifie quelque chose. Cela ne change pas le passé. Non, mais cela change l'avenir. Nous restâmes silencieux un moment. La musique avait repris dans les salons, assourdie par les murs. La vie continuait, indifférente au drame qui venait de se jouer. « Que ferez-vous maintenant » demanda le vicomte. « Je ne sais pas. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai plus de but, plus de mission. Vous pourriez rester à Paris, ouvrir votre propre atelier de couture. Avec quel argent? Le mien. Je le regardais fixement. Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de votre argent, parce que je ne veux pas être votre œuvre de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est... Il hésita. C'est une proposition. Quel genre de proposition? Le genre que font les hommes aux femmes quand ils ne savent pas comment exprimer ce qu'ils ressentent. Mon cœur s'arrêta, puis repartit, plus vite.
Vous me connaissez depuis une semaine. Non, je vous connais depuis 5 ans. Depuis cette nuit devant la boutique de votre père. Depuis le moment où j'ai vu le feu dans vos yeux. Il s'approcha de moi. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de me pardonner. Je vous demande seulement de me laisser une chance. De me laisser prouver que je peux être l'homme que j'aurais dû être il y a 5 ans. Je le regardais. Cet homme brisé par la culpabilité. Cet aristocrate qui avait tout sacrifié pour réparer ses erreurs. Une chance, murmurai-je. Une seule. La porte du jardin d'hiver s'ouvrit. Héloïse apparut, essoufflée. « La police vous cherche, dit-elle. Ils veulent votre témoignage. » Je me tournai vers le vicomte. « Une chance, répétai-je, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai encore des fantômes à enterrer. » Il hocha la tête. « Je vous attendrai. » Je suivis Héloïse vers les lumières de l'hôtel particulier. Derrière moi, le vicomte resta dans l'ombre du jardin d'hiver. Quand je franchis le seuil, je sentis quelque chose se transformer en moi. La rage qui m'avait porté pendant 5 ans s'éteignait lentement, et à sa place, quelque chose d'autre commençait à naître. Quelque chose qui ressemblait étrangement à l'espoir. Le printemps était revenu sur Paris, habillant les boulevards de bourgeons tendres et de lumières dorées. Je me tenais devant la vitrine de mon atelier, rue de la Paix, observant les passants qui défilaient sur le trottoir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au bal de la comtesse de Vigny. 6 mois qui avaient tout changé. La clochette de la porte tinta. Héloïse entra, les bras chargés de tissu. « Les soieries de Lyon sont arrivées, » annonça-t-elle, « et nous avons 3 nouvelles commandes pour le mois prochain. » Excellente nouvelle. Elle posa les étoffes sur la grande table de coupe et me regarda avec ce sourire complice que nous partagions désormais. La baronne de Fontaine souhaite une robe pour le bal de l'ambassade. Elle insiste pour que ce soit vous personnellement qui preniez ces mesures. La baronne de Fontaine ? Je haussai un sourcil. N'était-elle pas une amie proche de Madame de la Rue ? Ancienne amie. Depuis le procès, tout le monde se bouscule pour prouver qu'il n'a jamais vraiment aimé cette femme. Je secouai la tête avec un mélange d'amusement et de dégoût. L'hypocrisie de la haute société ne cesserait jamais de me surprendre. Le procès de Madame de la Rue avait duré 3 mois. 3 mois de témoignages accablants, de révélations scandaleuses, de larmes feintes et de véritables confessions. Le juge Moreau avait tout avoué en échange d'une peine réduite. Les lettres que j'avais volées s'étaient révélées n'être que la partie émergée d'un vaste réseau de corruption. Madame de la Rue avait été condamnée à 20 ans de réclusion. Ses biens avaient été saisis, son nom était devenu synonyme de trahison et de cruauté. Et mon père, enfin, avait été réhabilité. Je m'approchai du portrait accroché dans l'arrière-boutique. Un daguerréotype jauni, le seul que j'avais pu conserver. Mon père y apparaissait tel que je voulais me souvenir de lui. Digne, fier, le regard bienveillant. « Tu aurais aimé cet endroit, » murmurai-je. Les tissus, les clientes, le bruit des ciseaux. Héloïse m'avait rejointe en silence. « Vous lui parlez souvent ?»« Tous les jours. » Je touchai le cadre du bout des doigts. C'est ma façon de le garder vivant. « Il serait fier de vous. » Je l'espère. La clochette tinta à nouveau. Un homme entra portant un chapeau haute forme et une canne à pommeau d'argent. Le vicomte de Mornay. 6 mois. 6 mois de visites régulières, de conversations prudentes, de silences éloquents. Il avait tenu sa promesse. Il m'avait laissé le temps de faire mon deuil, de reconstruire ma vie, de décider par moi-même ce que je voulais. « Mademoiselle Duval », dit-il avec une révérence légèrement théâtrale. « Votre boutique est resplendissante ce matin. »« Monsieur le vicomte, vous êtes bien matinal ?»« J'ai des nouvelles qui ne pouvaient attendre. » Héloïse comprit le signal
et se retira discrètement dans l'arrière-boutique. « Quelle nouvelle ?» demandai-je. « Votre frère. » Mon cœur s'arrêta. « Philippe ? Vous l'avez retrouvé ?»« Il est à Marseille. Il travaille comme contremaître dans un atelier de construction navale. » Mes contacts l'ont localisé la semaine dernière. Les larmes me montèrent aux yeux. Philippe, mon petit frère qui avait disparu après l'arrestation de notre père. Pendant 5 ans, je l'avais cru mort, ou pire. Comment va-t-il ? Bien, apparemment. Il s'est marié il y a 2 ans. Il a une fille. Une fille. Je suis tante. Il semble que oui. Je me laissais tomber sur une chaise, submergé par l'émotion. Tant de pertes, tant de deuil. Et soudain, cette nouvelle qui illuminait tout. Je dois aller le voir. J'ai pris la liberté de réserver 2 places dans la diligence de demain. 2 places ? Si vous acceptez ma compagnie, bien sûr. Je le regardais. Cet homme qui avait été mon ennemi, puis mon allié. Et maintenant, je ne savais plus vraiment ce qu'il était. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demandai-je. « Je vous l'ai dit, je veux me racheter. » Vous vous êtes déjà racheté, 100 fois, 1000 fois. Ce n'est pas à moi d'en juger. Il s'approcha de moi, s'agenouillant pour être à ma hauteur. Geneviève, pendant ces 6 mois, j'ai essayé de vous montrer qui je pouvais être. Pas l'homme lâche qui a laissé condamner un innocent. Pas l'aristocrate cynique qui se cachait derrière ses privilèges. Mais quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui mérite peut-être votre confiance. « Vous l'avez, dis-je doucement, ma confiance. » « Et votre pardon ?» Je réfléchis longuement. Le pardon. Ce mot si lourd, si difficile à prononcer. « Le pardon viendra, dis-je finalement, avec le temps. C'est tout ce que je demande. » Il se releva et me tendit la main. « Alors, acceptez-vous de m'accompagner à Marseille ?» Je pris sa main. Sa paume était chaude contre mes doigts. « J'accepte. » Le voyage vers Marseille dura 4 jours. 4 jours de routes cahoteuses, d'auberges poussiéreuses et de conversations qui nous rapprochèrent plus que tous les mois précédents. Le vicomte me parla de son frère Édouard, de leur enfance dans le château familial en Normandie, des rêves qu'ils partageaient avant que la tragédie ne les sépare. Je lui parlais de mon père, de ses mains habiles qui façonnaient les bijoux, de sa voix douce qui me racontait des histoires le soir. Nous partagions nos blessures, nos regrets, nos espoirs. Quand la diligence atteignit enfin Marseille, je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Pas de l'amour, pas encore, mais une compréhension profonde, une connexion forgée dans la douleur et la rédemption. L'atelier de construction navale se trouvait près du vieux port. L'odeur du goudron et du sel marin emplissait l'air. Des ouvriers s'affairaient autour de coques en construction, leurs voix se mêlant aux cris des mouettes. Je le vis avant qu'il ne me voie. Philippe, mon petit frère. Il avait grandi, bien sûr. Ses épaules s'étaient élargies. Son visage s'était durci. Mais ses yeux étaient restés les mêmes. Les yeux de notre père. « Philippe ?» Il se retourna. Son expression passa de la surprise à l'incrédulité, puis à la joie. « Geneviève ?» Nous nous élançâmes l'un vers l'autre. Son étreinte était forte, désespérée. 5 ans. 5 ans de séparation, de silence, de chagrin solitaire. « Je te croyais morte, » sanglota-t-il. « Après maman, après tout ce qui s'est passé, je pensais que tu avais disparu. Je suis là, je suis vivante, et Père a été innocenté. »
Il recula, me regardant avec des yeux brillants. Innocenté ? La femme qui l'a fait condamner est en prison. Son nom a été lavé, officiellement. Philippe tomba à genoux sur les pavés, pleurant comme l'enfant qu'il avait été autrefois. Je m'agenouillai à côté de lui, le serrant dans mes bras. Le vicomte se tenait à l'écart, nous observant en silence. Quand nos regards se croisèrent, je vis quelque chose briller dans ses yeux. De la paix, peut-être, ou de la rédemption. Le soir, nous dînâmes tous ensemble. Philippe, sa femme Marie, leur petite fille Jeanne, le vicomte et moi. La conversation fut d'abord hésitante, puis de plus en plus chaleureuse. Les rires remplacèrent les larmes. Les souvenirs heureux effacèrent peu à peu les ombres du passé. Quand la nuit tomba sur Marseille, je sortis sur le balcon de l'auberge. La mer scintillait sous les étoiles. L'air était doux, porteur de promesses. Le vicomte me rejoignit. « Vous aviez raison, dit-il. Ce soir, en voyant votre famille réunie, j'ai compris que le passé peut vraiment être surmonté. Pas surmonté, transformé. Il fait partie de nous, il nous a façonnés. Mais il ne nous définit plus. C'est une belle façon de voir les choses. C'est la seule façon de survivre. » Je me tournai vers lui. « Merci. Pour tout. Ne me remerciez pas. » « C'est moi qui devrais. » « Non. » Je posai ma main sur sa joue. Plus de culpabilité. Plus de rachat. À partir de maintenant, nous regardons vers l'avant. Il prit ma main et la porta à ses lèvres. « Vers l'avant, » murmura-t-il. Nous restâmes ainsi, immobiles, tandis que les étoiles tournaient lentement au-dessus de nous. Quelque part dans la maison, Jeanne riait aux éclats. Philippe chantait une berceuse que notre mère lui avait apprise autrefois. La vengeance m'avait porté pendant 5 ans. Elle m'avait donné la force de survivre, de me battre, de triompher. Mais maintenant qu'elle était accomplie, je découvrais quelque chose de plus précieux encore. L'avenir. Un avenir où les fantômes pouvaient enfin reposer en paix, où les blessures pouvaient cicatriser, où l'amour, peut-être, pouvait renaître des cendres de la haine. Je regardais une dernière fois la mer qui s'étendait vers l'horizon, infinie et pleine de promesses. Puis je pris la main du vicomte et l'entraînai vers la lumière.